On ouvre une page Mali à présent avec d'abord cette manifestation à Bamako aujourd'hui. À l'appel de l'opposition, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur soutien à Madouka Journal. Le célèbre activiste chroniqueur malien a été blessé par balle la nuit dernière alors qu'il était au volant de sa voiture. Un inconnu lui a tiré dessus. Madouka Journal s'en est sorti indemne après une opération. Il est connu pour dénoncer les travers des dirigeants politiques et religieux. Il est aussi contre le projet de réforme de la Constitution, un projet dénoncé, vous le savez, par l'opposition malienne. On va écouter Thiébile Dramé, l'un des responsables de l'opposition, interrogé pour nous par Kaourou Magassa à Bamako. C'est un pas de plus dans les dérives, dans l'escalade que ce pays connaît. Et nous constatons que plus la résistance à la révision de la Constitution grossit, s'amplifie, plus la mobilisation grandit, plus c'est d'en face se livre à des dérives verbales, à des invectives, à des menaces verbales, physiques et maintenant à des tirs par balles réelles. Ce n'est pas acceptable, c'est grave, c'est inquiétant et nous en appelons donc au président de la République qui est le garant de la cohésion nationale, qui est le garant de la stabilité du pays, afin qu'il sorte de son mutisme, qu'il parle, qu'il apaise le pays, qu'il dise que ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle ne sont pas des apatrides, ce sont des Maliens qui exercent leurs droits démocratiques, leurs droits constitutionnels, et qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec les tenants du pouvoir. On reste au Mali, deuxième volet ce soir de notre série de reportages sur les défis de l'opération Barkhane. Les soldats français et maliens entreprennent ce soir une mission conjointe. Ils vont tenter d'obtenir des informations sur les routes empruntées par les groupes armés. Et c'est auprès des habitants dans les villages qu'ils vont collecter des renseignements. Un reportage de nos envoyés spéciaux dans la région de Gao, Florence Lozac, Julien Munzer et Séverine André. L'itinéraire de l'opération a été tracé sur la base de renseignements qui signalent le passage récent de groupes armés dans la zone. Ça nous permet de voir si effectivement, récemment, il n'y a pas eu des incidents qui ont émaillé la région, même les plus petits, du vol de bétail, vol de moto, peut-être un signe d'un groupe terroriste qui serait passé dans la zone, qui serait ravitaillé sur le dos de la population. Ça arrive très fréquemment. Est-ce qu'il serait possible qu'on s'asseye pour une petite réunion? Auprès de la population du village de Tinama, Français et Maliens vont tenter d'en savoir plus, mais il faut mettre les formes et prendre du temps pour que s'instaure le dialogue. Est-ce qu'avant de commencer, on peut tous se présenter pour qu'on puisse savoir quels sont nos interlocuteurs? Donc on a jugé utile de venir faire un tour à Tinahama pour nous rendre compte de ce qui se passe. Est-ce qu'ils enlèvent des gens aussi? Non, ils n'enlèvent pas les gens. Et ils agressent pas? Ils prennent juste les biens? Ils prennent les biens seulement. Ils enlèvent seulement les véhicules. S'ils ont les appareils portables, les tournoyeurs, les téléphones, ils prennent. Mais le reste, ils n'en touchent pas. Malgré l'apparente décontraction de la réunion, l'équipement des soldats français évoque plutôt le contraire. C'est ça ce qui est le plus dur au Mali, c'est que l'ennemi est diffus, donc en fait il est mélangé avec la population. Donc on n'est jamais à l'abri au milieu d'un village, il se passe quelque chose. La rencontre est aussi un exercice concret pour les forces maliennes qui suscitent toujours la méfiance dans cette région et qui renvoient surtout l'image d'une armée faible en équipement qui peine à protéger sa population. L'armée malienne n'a pas de moyens, ils sont pauvres. Est-ce que vous voyez, ils n'ont pas les véhicules blindés là, ils n'ont que les véhicules comme ça là. Les forces françaises et maliennes ont repéré seulement 4 villages à inspecter sur les 90 km qui séparent le point de départ en Songo de l'objectif final à Malaoulaou. Pourtant, l'opération est prévue pour 10 jours car les troupes doivent prendre en compte les aléas du terrain et de la météo. En saison des pluies, les oueds se transforment en obstacles qui semblent dérisoires mais deviennent vite infranchissables pour les véhicules les plus lourds du convoi. On va couper les bords, on va ajouter les plaques PSP, c'est des parties métalliques pour renforcer le passage, pour éviter qu'on s'embourbe. Et puis on casse les bords pour éviter que le véhicule s'abîme. Et puis si ça passe, on va reprendre la progression. À chaque arrêt imprévu, c'est le convoi tout entier qui doit se figer pour ne pas laisser un ou deux véhicules exposés à une prise à partie.
Ce jour-là, un autre phénomène fréquent cette saison va immobiliser les troupes sur place. Ça arrive très vite du sud par là-bas. On va tous se regrouper pour être tous ensemble pour le moment de la tempête. Les tempêtes de sable, souvent suivies de fortes pluies, peuvent durer plusieurs heures. Voilà, il faut qu'on soit tous regroupés de manière à être sûr. D'abord, il faut que le capitaine ait tout le monde sous la main, au plus près. Il n'y a plus qu'à attendre en espérant que ça passe vite et qu'on puisse repartir. Il est 14h30, mais les troupes n'iront pas plus loin ce jour-là. La tempête sévit aussi à Gao, empêchant tout décollage d'hélicoptères pour leur venir en aide sur le terrain en cas d'urgence. Les soldats maliens et français dormiront ici cette nuit. Et à propos d'actions terroristes, cette nouvelle série d'attaques au Burkina Faso, 5 personnes ont été tuées la nuit dernière par des djihadistes présumés. Les attaques ont visé 3 localités du nord situées à la frontière du Mali. L'armée burkinabé a lancé des recherches. Et puis le Mali, c'est enfin cette affaire d'intoxication au plomb. 135 anciens travailleurs d'un laboratoire spécialisé dans les minerais viennent de porter plainte devant la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. Une autre plainte a été déposée, elle, par la Fédération internationale des droits de l'homme. La FIDH accuse l'État malien de ne pas avoir protégé ses citoyens. Les précisions de Simon Rodier. Ils sont quelques-uns à se réunir pour évoquer le passé, leur travail dans un laboratoire d'analyse de minerais. À l'époque, en 2008, ces salariés ne portent pas de protection. Ils se battent pour des tests médicaux. Sans résultat, jusqu'en 2010, les taux de plomb dans leur corps ont explosé. La norme, c'est 0,97 microgrammes par litre. Mais il y a certains qui étaient déjà à plus de 2 microgrammes par litre. Donc on a demandé à ce que ces personnes soient prises en charge, ce qui ne fut pas le cas à l'époque. Ce n'était pas le cas. Chaque fois qu'ils se rendaient compte qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait le taux de plomb qui avait dépassé la norme, ils demandaient à cette personne de juste boire beaucoup d'eau et de beaucoup uriner. Les mesures médicales semblent légères. Maux de ventre, troubles de la vue pour certains, jusqu'à l'abandon. Car ALS, le laboratoire australien, licencie 135 salariés, dont les leaders syndicaux. À cause de la crise, dit l'entreprise, pour avoir demandé des protections selon les travailleurs. Nous sommes très nombreux. Mais parmi ces nombreuses personnes aujourd'hui qui ont été licenciées pour ces mouvements de revendication, sur les 135, peut-être s'il y a trop qui arrivent à suivre, peut-être c'est 5 personnes. Personne d'entre nous ne travaille actuellement. Chacun de nous tire le diable par la queue. Aujourd'hui, leur plainte a été déposée avec l'aide d'organisations des droits de l'homme et jugée recevable auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La contamination par le plomb est très grave. Et c'est une grave atteinte aux droits de ces ex-travailleurs du groupe ALS. Voilà pourquoi nous voulons d'abord qu'ils soient pris en charge par le Mali. Et deuxièmement, qu'il y ait eu une réparation conséquente par rapport aux préjudices qu'ils ont subis. L'entreprise ALS a aujourd'hui presque entièrement quitté le Mali. Il ne reste qu'un petit laboratoire à Bamako.